Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Bénin connaît désormais son calendrier électoral attendu depuis 2013. La Cour constitutionnelle a fixé les élections législatives au mois d'avril. Les municipales se tiendront, elles, le mois suivant et le corps électoral sera quant à lui convoqué le 14 février puis le 3 mars. Au Nigeria, la lutte se poursuit contre le groupe terroriste Boko Haram. Les 276 lycéennes enlevées le 14 avril dernier à Chibok, au nord du pays, a suscité l'indignation de la communauté internationale. 219 d'entre elles demeurent toujours captives. En Côte d'Ivoire, on compte désormais plus de 120 000 abonnés au réseau Internet. Le raccordement à de nouveaux câbles sous-marins et l'arrivée de nouveaux fournisseurs d'accès Internet ont eu un effet bénéfique. Au Bénin, la Cour constitutionnelle dévoile son calendrier électoral. Les élections législatives se tiendront le 26 avril 2015. Les communales, les municipales et les locales, elles, auront lieu le 31 mai 2015. Les dates des scrutins étant désormais connues, il revient à la liste électorale permanente informatisée d'actualiser la liste au plus tard le 25 février. Les précisions de Guevanido. Au Bénin, les législatives se tiendront le 26 avril et les municipales le 31 mai. C'est la décision rendue publique par la Cour constitutionnelle le 9 janvier dernier. Cette nouvelle donnera un coup d'accélérateur au processus électoral qui a connu un retard, notamment dans la correction de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Les élections législatives doivent avoir lieu impérativement le 26 avril 2015. Les élections municipales, communales et locales, quant à elles, doivent se tenir le 31 mai 2015. Selon la Cour constitutionnelle, la nouvelle liste électorale devra être mise à la disposition de la Commission électorale nationale autonome au plus tard le 15 janvier. Au cas contraire, l'on fera recours à la liste de 2011. Cette liste de 2011 est l'objet de critiques, de dénonciations et est responsable en grande partie du conflit sociopolitique qui a opposé et qui oppose encore le pouvoir en place depuis 2011 à une large partie de la classe politique et de la société civile béninoise. Cette liste de 2011, contestée de toutes parts, dont le président de la République lui-même, le jour du vote, a reconnu l'imperfection, ne peut pas objectivement servir aux élections prochaines sans créer des dégâts. Le nouveau Parlement doit être installé le 16 mai prochain au Bénin. Ces derniers mois, l'opposition a beaucoup critiqué le pouvoir sur le retard accusé dans l'organisation de ces élections. Le Bénin devra élire un nouveau président en 2016. Le président Boni Yayi, au pouvoir depuis 2006, promet de ne plus briguer un nouveau mandat. Mais l'opposition se montre toujours réservée. Hosni Moubarak, rejugé pour corruption, la Cour de cassation a annulé une précédente condamnation à 3 ans de prison de l'ancien président égyptien. Il avait été condamné en mai 2014 pour détournement de fonds publics. Les fonds en question auraient été utilisés pour rénover une résidence de famille. Aucune source judiciaire officielle n'a indiqué si cette décision de la Cour impliquait une mise en liberté, mais la possibilité d'une libération n'est pas écartée. Au Mali, Modibo Keïta fixe le cap de son gouvernement. Jusque-là, il était en charge des pourparlers de paix entre le gouvernement et les groupes armés du Nord. Une tâche qui fait justement partie des priorités du Premier ministre. Dans cette même continuité, le retour de la paix dans cette zone fait également partie des défis, comme nous l'explique Graziella Tiakonte. Pas une minute à perdre. Moins de 24 heures après sa formation, le nouveau gouvernement malien entre en scène. Le Premier ministre Modibo Keïta a réuni son premier conseil de cabinet ce lundi. L'occasion de passer en revue ses priorités. En tête de liste, l'aboutissement d'un processus de paix avec les groupes armés du Nord. Les objectifs qui sont assignés très clairement par le président au Premier ministre et donc à son nouveau gouvernement, c'est continuer les négociations d'Alger pour arriver à un accord qui satisfasse tout le monde, c'est-à-dire qui respecte l'intégrité territoriale du Mali,
qu'il y ait la réconciliation entre tous les Maliens, qui tiennent compte de toutes les sensibilités du peuple malien. Autre défi, la restauration de l'autorité sur l'ensemble du territoire malien, notamment dans la partie nord occupée par des groupes armés. Dans la ville de Kidal notamment, plusieurs bâtiments administratifs ont été assiégés par des rebelles. Les groupes, entre guillemets, rebelles maliens qui occupent ces administrations, les sièges de ces administrations, sont dans la surenchère, ça on le sait, parce que les négociations sont en train d'aller presque vers leur terme. Donc il s'agira de rétablir. Et le fait qu'il y ait quand même des Touaregs dans le nouveau gouvernement augure, sans excès d'optimisme justement, de cette possibilité justement du rétablissement de l'autorité de l'État. Sur le plan sécuritaire également, l'enjeu est de taille. Malgré la présence des forces de la MINUSMA, la situation reste volatile dans le nord, théâtre ces derniers jours d'une série d'attaques et d'affrontements entre groupes armés. Bilan de l'attentat de Kolofata au Cameroun, 143 terroristes de Boko Haram et un soldat camerounais ont été tués ce lundi et 4 personnes sont également blessées. Boko Haram a essuyé un cuisant revers lors d'une incursion contre une position de l'armée camerounaise dans cette région de l'extrême nord du pays. Les djihadistes venus en nombre du Nigeria voisin avaient pour cible un camp militaire tenu par des forces armées camerounaises. Notons que cela fait 3 fois depuis juillet que la ville de Kolofata est attaquée. La dernière remontait tout juste au lundi 5 janvier. Et la lutte contre Boko Haram est aussi à l'ordre du jour au Nigeria voisin. Les familles des 219 jeunes filles enlevées à Chibok sont toujours dans l'angoisse. Le doute persiste et les interrogations se multiplient 9 mois après leur enlèvement. Reportage d'Afolake Onin Loye, notre correspondante au Nigeria. Commentaire Khadija Asfar. À quand la libération des lycéennes de Chibok? Cette question, la famille Samuel se la pose chaque jour. 9 mois que leurs enfants ont été enlevés et le gouvernement n'a pas encore réussi à les retrouver et à les faire libérer. Sarah Samuel avait 17 ans quand elle a été enlevée. Dans cette famille de 5 enfants, le seul espoir pour les parents, c'est la prière et le jeûne. En tant que mère d'enfant, ça n'a pas été facile. Pas de repos de l'esprit, pas de sommeil. J'ai pleuré, jeûné et prié tout le temps. Elle aime tellement les études. La nuit, elle se réveille pour lire. Elle dit toujours qu'après l'école, elle va poursuivre ses études à l'université. Mais regardez-la maintenant. Et quand il y a du travail à la maison, vous n'avez pas besoin de lui dire avant qu'elle le fasse. Ma fille Sarah avait 17 ans quand elle a été enlevée, mais maintenant elle doit avoir 18 ans. Je ne sais pas quelles sont les mesures à prendre en dehors de la prière, parce que c'est au-delà de notre pouvoir. Aujourd'hui, nous ne pouvons compter que sur Dieu pour l'instant. Les événements survenus à l'école publique de Chibok depuis le 14 avril justifieraient la mise en place d'un réseau de sécurité efficace axé sur la prévention. Mais jusqu'à présent, la secte islamiste Boko Haram continue de sévir. 2 attentats ont fait une trentaine de victimes en fin de semaine passée, à Borno, au nord-est du Nigeria. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Nigériens qui pensent que les filles de Chibok étaient un instrument politique. Si ces gens peuvent bombarder par 2 fois les bâtiments de l'ONU, comment serait-il difficile pour eux d'enlever des jeunes filles dans un domaine à peine sécurisé? C'est choquant. Au total, 276 adolescentes âgées de 12 à 17 ans ont été kidnappées par des hommes armés et emmenées dans l'épaisse forêt de Sambisa à bord de camions. C'était le 14 avril 2014. Plusieurs dizaines d'entre elles ont réussi à échapper à leurs ravisseurs dans les heures et les jours qui ont suivi. Mais 219 jeunes filles sont toujours portées disparues. La Côte d'Ivoire souhaite vulgariser l'utilisation d'Internet. Les tarifs des abonnements ont longtemps freiné les usagers. On constate cependant une évolution positive avec un coût à la baisse et un débit de connexion à la hausse. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Internet a le vent en poupe en Côte d'Ivoire. En 2011, le pays comptait 443 364 internautes. Le prix élevé des services et la lenteur de la connexion avaient découragé un grand nombre.
Mais aujourd'hui, avec l'installation de nombreux fournisseurs qui ont migré vers de nouvelles technologies comme la 3G+, et la LTE, l'accès à Internet s'est démocratisé en Côte d'Ivoire. L'ancienne technologie, la WiMAX, est en fin de vie. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans un marché, surtout en Côte d'Ivoire qui se veut émergent, avec une technologie obsolète. Donc nous pensons que pour pouvoir nous rapprocher des populations qui sont en attente d'avoir une connexion qui leur permette de surfer de façon très rapide et une connexion très stable, nous pensons qu'aujourd'hui la LTE répond exactement aux besoins de la population. Le développement d'Internet est également porté par la baisse des prix de connexion. Il est désormais possible d'avoir des forfaits hebdomadaires de 5 000 francs CFA et des offres journalières à 1 500 francs CFA. Il y a quelques années, l'Internet était inaccessible pour la majorité des Ivoiriens. Aujourd'hui, les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet offrent plusieurs possibilités avec des tarifs différents. C'est vrai que le taux de pénétration d'Internet est encore faible, mais soyez rassurés, le gouvernement travaille dessus. Le gouvernement travaille en installant des infrastructures solides. Le gouvernement ivoirien a entrepris d'installer un réseau national haut débit de 7000 km de fibre optique pour relier tous les chefs-lieux de département au backbone national du réseau Internet. Cette infrastructure permettra de réduire la fracture numérique entre les zones rurales et urbaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.